Je m'appelle David Matheus Escobar, je suis chargé de mission à Cité Ressources, au CRPV PACA, et je vais vous partager un petit propos introductif au nom du réseau national des CRPV, du RTES et de la NCT, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour engager nos échanges. Comme vous le savez, en mars 2019, le ministre chargé de la ville et du logement a saisi le Conseil national des villes, le CNV, pour, je cite, faire évoluer du non lucratif vers du lucratif les projets et les initiatives des habitants. L'avis du CNV, qui a été rendu en octobre 2019, a contribué de cette manière-là à réintroduire dans différents réseaux professionnels les enjeux d'accompagnement des économies de connaissance des ressources des habitants. Et je dis bien réintroduire, puisque dans l'histoire de la politique de la ville, les économies illicites, qu'elles soient criminelles, informelles, et la reconnaissance de ce qui fait ressource dans les quartiers populaires, vont et reviennent de manière cyclique, entrent et sortent des agendas des acteurs de cette politique publique. Force est de constater que ces enjeux n'ont jamais vraiment occupé une place centrale dans les agendas des acteurs nationaux ni locaux, et que l'intervention publique depuis la politique de la ville est souvent restée au stade de l'expérimentation de dispositifs dont il ne reste souvent que très peu de traces. Toutefois, il serait inexact quand même de dire que rien n'est fait par ailleurs. Dans un rapport publié en 2015, l'OCDE passe en revue les stratégies engagées par plusieurs pays européens, dont la France, pour accompagner les entrepreneurs non déclarés par l'articulation de différents types de mesures de dissuasion, d'incitation et de persuasion. D'ailleurs, ce rapport a fait l'objet d'un webinaire en mars 2022 co-organisé par la NCT, l'ONPV, le RTES et le Réseau national des CRPV. On l'oublie peut-être aussi, mais en France, des mesures dissuasives, incitatives et persuasives existent, et parfois depuis des décennies. Cela concerne bien entendu la dite répression de la fraude et la lutte contre le travail dissimulé, mais cela concerne aussi des instruments d'allègement fiscal, comme le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, pour prendre un exemple très récent. Ce sont aussi des programmes d'aide à la création ou à la reprise d'activités qui peuvent être cumulés avec les indemnités de chômage ainsi que des primes à l'immatriculation. Enfin, il ne faut pas non plus oublier qu'en 2009 a été introduit le statut d'auto-entrepreneur afin de fournir un cadre légal à l'exercice de petits boulots occasionnels, souvent entrepris dans le secteur informel, et pour faciliter le test d'activité à moindre coût. D'ailleurs, la progression du statut d'auto-entrepreneur est exponentielle depuis 2019. En 2019, le CNV invitait États, collectivités à soutenir la production de connaissances, la documentation d'expériences locales et l'expérimentation du dispositif d'accompagnement. Et nous pensons que nous y sommes bien déjà. Plusieurs ressources sont déjà disponibles et je ne citerai que quelques-unes, mais il y en a un certain nombre que vous retrouverez dans les bibliographies le plus souvent. Dans son rapport 2020, l'Observatoire national de la politique de la ville a mis en avant le continuum formé par le travail formel et informel dans les quartiers populaires et a invité à changer de regard sur les ressources informelles mobilisées par les habitants. Au printemps 2021, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, le RTES, avec le soutien de l'ANCT, lançait un chantier de travail consacré à la transition des économies informelles par et vers l'ESS. Simultanément, au sein du club d'Eveco, du réseau national des CRPV, plusieurs CRPV se sont réunis pour mettre en commun leurs travaux, documenter des expériences et produire des analyses. En juin 2021, l'ANRU publiait dans sa série Les carnets de l'innovation un guide intitulé Le développement économique dans les quartiers en renouvellement urbain. Puis aujourd'hui, ce que nous souhaiterions faire, c'est de vous présenter deux nouvelles ressources issues des travaux du RTES et du Réseau national des CRPV, mais aussi nous voulons rendre compte d'un certain nombre d'initiatives locales qui se structurent et qui montrent que nombreux sont les acteurs des territoires qui sont d'ores et déjà mobilisés pour mieux observer et mieux comprendre ces pratiques économiques, mais aussi et surtout pour mieux les accompagner sur le terrain, dans l'action. Donc ce sera l'objet notamment de témoignages. Puis, pour finir, l'élaboration en cours des nouveaux contrats de ville est peut-être une opportunité pour inscrire cette question au sein d'une intervention publique territoriale intégrée, c'est-à-dire qui engage l'État, les collectivités, mais aussi sans doute d'autres signataires. On peut d'ailleurs, par rapport à l'histoire de la politique de la ville, se demander si nous saurons
collectivement installer de manière durable l'accompagnement des économies de subsistance dans les agendas publics nationaux et locaux, de la politique de la ville et d'autres politiques publiques, bien entendu. La NCT, le RTES et le Réseau national des CRPV, nous sommes engagés pour y contribuer et nous vous donnons également la bienvenue à ce webinaire. Pour démarrer, donc je vous propose une brève description du déroulé, une présentation des contributions du Réseau national des CRPV et du RTES, donc ces nouvelles ressources, et puis ensuite une série de retours d'expérience qui apportent des témoignages sur comment mieux observer et comment mieux accompagner, notamment la mécanique de rue dans la ville de Saint-Denis, une étude d'action sur les bifins du marché aux puces à Marseille, des travaux sur l'accompagnement de bifins à Paris, les Mamas de Grigny, qui est une action plutôt dans le champ des pratiques culinaires, une approche globale par l'économie sociale et solidaire de l'accompagnement de l'entrepreneuriat non déclaré. Et puis, pour finir, nous donnerons la parole à Mario Mangin du Conseil national des villes sous forme d'un rapport d'étonnement. Nous lui proposions ce format pour faire le lien entre les préconisations du CNV de 2019 et les développements que ces témoignages aujourd'hui nous donnent à voir. Donc, démarrons avec la première des deux publications que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui. Cette publication est issue d'un travail produit par le Réseau national des CRPV. Les CRPV sont implantés dans 20 régions, dans 4 en Outre-mer. Ils exercent auprès des acteurs de la politique de la ville des missions de qualification, de mise en réseau, de diffusion de bonnes pratiques et d'appui en direction des agents de l'État et des collectivités territoriales surtout. Les CRPV sont constitués en réseau national et ils travaillent en groupe de travail thématique, au sein desquels ils mutualisent des ressources et des outils, mais aussi produisent et diffusent des analyses et des propositions que l'on essaye d'ancrer dans les réalités et pratiques des terrains locaux. Depuis 2017, les professionnels des CRPV en charge des thématiques du développement économique, de l'emploi et de l'insertion se retrouvent au sein d'un de ces groupes de travail qui s'appelle le Club des Vécos. Et c'est dans ce cadre que plusieurs CRPV, Profession banlieue, Réseau Ville, Ville et Territoire Occitanie et Cité Ressources, ont produit pour le réseau national l'édition 2023 de la série L'écho des quartiers, intitulée Économie de subsistance, quel levier pour l'action publique, circonscrire, comprendre, accompagné, qui est paru début février 2023 et qui fait une trentaine de pages, qui est accessible via téléchargement en ligne. On pourra sans doute vous partager le lien d'accès à la ressource via le chat si Frédéric peut bien nous aider sur ce plan-là. J'aurais voulu également rappeler que cette publication est une manière pour le Réseau national des CRPV de renouveler son engagement auprès des acteurs publics dans leurs efforts pour informer et sensibiliser, pour observer localement des pratiques économiques non déclarées, pour accompagner l'échange d'expériences et la montée en compétences aussi, et pour accompagner les partenaires publics à situer leur action au bon niveau. Qu'est-ce que l'on peut trouver dans cette publication? D'abord, cette publication rassemble des réflexions et des analyses qui constituent autant de ficelles pour circonscrire le sujet, pour mettre en place une démarche d'observation ou d'accompagnement. Autour de 3 grandes rubriques essentiellement. De quoi parle-t-on? Nous vous proposons dans ce premier chapitre une petite discussion sur le sens des termes qui sont les plus employés pour parler de ces pratiques économiques. Nous vous partageons aussi notre préférence pour la notion d'économie de subsistance. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans le détail de l'argumentaire, je vous renvoie vers cette discussion plutôt au sein de la publication. Dans la rubrique « Pourquoi et comment observer ?», nous argumentons qu'observer, c'est déjà agir. Et c'est important peut-être de le rappeler et de l'entendre, puisque parfois l'observation est un peu le parent pauvre des interventions. Donc comprendre de manière fine les pratiques d'économie de subsistance nous semble être une condition de réussite de toute forme d'intervention. Dans la rubrique « Pourquoi et comment les accompagner ?», nous développons un argumentaire autour de l'idée qu'accompagner, c'est d'abord situer l'action au bon niveau. Une collectivité n'a pas les mêmes leviers que l'État et inversement. Et ensuite, nous argumentons qu'il est toujours utile d'articuler des mesures de dissuasion, d'incitation et de persuasion, d'où un enjeu fort de collaboration, de coordination entre différentes autorités publiques. Enfin, les mesures qui réussissent le mieux sont celles dont la conception se fait par et pour les entrepreneurs
concernés. Le deuxième apport de cette publication, c'est de prendre appui sur les contributions de plusieurs partenaires sous forme de 6 études de cas, sorte de retour d'expérience. Chaque étude de cas rappelle le contexte dans lequel s'est mis en place l'action, les objectifs, les mesures mises en œuvre, les acteurs impliqués et les principaux résultats. Donc 6 fiches d'action autour de la mécanique de rue dans 3 QPV d'Île-de-France, au quartier Château-Arézé dans la métropole de Nantes et également en Seine-Saint-Denis. Une fiche de retour d'expérience sur les économies populaires, une étude d'action sur les économies populaires dans le quartier de la Mosson à Montpellier. Un retour d'expérience aussi sur une cuisine collective à Saint-Denis, projet T'as fait m'a fait. Également un témoignage sur l'accompagnement de groupes de BIFIN à Montreuil. Alors, un dernier mot sur ce que nous retenons de cet exercice au réseau national des CRPV. 3 ou 4 points essentiellement, c'est que tout d'abord, les autorités publiques sont légitimes pour agir en faveur de la régulation de ces pratiques. D'ailleurs, elles le font déjà et depuis longtemps pour certaines. Elles sont d'autant plus légitimes que les limites entre économie formelle et informelle sont souvent maigres et que les économies criminelles ne les recouvrent que très partiellement. Toutefois, il sera nécessaire de poursuivre collectivement les efforts de sensibilisation, aussi bien des agents que des élus, pour promouvoir des travaux d'observation et la mobilisation d'instruments d'accompagnement. Et enfin, nous sommes convaincus qu'il est important que l'intervention publique dépasse l'horizon de la formalisation. La fiscalisation des entrepreneurs est un objectif parmi d'autres à poursuivre. Il sera aussi utile d'investir les efforts de réduction des nuisances et des conflits d'usage qui sont générés par certaines pratiques et également la sécurisation des parcours et l'amélioration des conditions de travail, la reconnaissance des savoir-faire et la montée en compétences des entrepreneurs impliqués. Voilà, de cette manière, je cède la parole à ma collègue Chloé Séché du RTES. Merci David, bonjour à toutes et à tous. Donc Chloé Séché, je suis déléguée générale adjointe du RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui rassemble près de 200 collectivités territoriales de tous niveaux qui ont en commun de développer des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. Et comme David le disait, le RTS a effectivement mené un chantier participatif et partenarial durant 2 ans sur cette thématique économie informelle et économie sociale et solidaire, chantier soutenu par l'ANCT, qui se donnait 2 objectifs, à la fois participer à la reconnaissance de l'utilité sociale de ces pratiques informelles, ce qu'elles apportent à la fois pour les territoires et leurs habitants en termes de cohésion sociale, de développement économique des territoires et d'insertion, et de favoriser la transition de l'économie informelle à l'économie formelle par et vers l'économie sociale et solidaire. Et tout ça à partir de l'échange de bonnes pratiques et l'échange de pratiques de réflexion entre collectivités territoriales et toujours sous l'angle, voilà, c'est la clé d'entrée de travail du RTS, sous l'angle des leviers d'action des collectivités locales. Pour ce faire, on a mené un chantier qui s'est articulé en 2 axes, à la fois un groupe de travail qui a réuni une vingtaine de collectivités territoriales du RTS. Vous avez la cartographie là qui apparaît, qui ont associé des structures de l'ESS de leur territoire impliquées sur ces sujets, qui a été l'occasion de, comme je disais, partager des expériences, des réflexions, de réfléchir aux leviers d'action possibles, et en parallèle, l'organisation d'une dizaine de webinaires, soit directement organisés par le RTS, soit en partenariat avec l'ANCT, l'ONPV, Observatoire national de la politique de la ville, et le réseau national des CRPV, comme aujourd'hui, et la réalisation de fiches dénichées pour vous. Ce chantier donne lieu à la publication d'un repère, donc c'est un type de publication du RTS qui vient vraiment clôturer ces 2 ans de travaux. Ce repère dédié rassemble 18 fiches actions, retour d'expérience d'observation, retour d'expérience de recherche-action, retour d'expérience d'expérimentation de formalisation par et vers l'ESS, avec à chaque fois la clé d'entrée, le rôle des collectivités territoriales, un cadrage du sujet, pourquoi on parle d'économie informelle. Alors voilà, nous aussi, on a fait l'exercice des terminologies, de la pluralité des terminologies autour de l'économie informelle. On a choisi de retenir celle d'économie informelle, d'une part parce qu'elle nous semblait être celle qui prêtait le moins confusion. On a retenu finalement celle aussi proposée par le rapport du Conseil national des villes, et puis aussi parce que elle permet d'envisager la formalisation, et ce qui, du point de vue de l'action publique, est souvent, pas toujours bien sûr, mais souvent un objectif, des ressources pour les territoires et un focus international, un répertoire des leviers d'action, des manières dont les collectivités territoriales peuvent agir.
pour accompagner ces pratiques informelles par et vers l'ESS. Vous avez ensuite un aperçu sur le sommaire de cette publication. Je ne vais pas le détailler ici. De toute façon, ce que je vous propose, d'ailleurs, c'est peut-être pas très visible, mais ça vous donne voilà, un aperçu des grands axes de cette publication. Vous verrez qu'on retrouve quand même assez proche finalement de celle du réseau national des CRPV, et puis les témoignages que nous aurons aujourd'hui l'illustreront aussi largement, aussi parce que ça correspond voilà, aux façons dont les acteurs, les réseaux, les collectivités agissent par rapport à cet enjeu des pratiques informelles. Et enfin, 10 leviers d'action en synthèse, que je vous présente dans la slide suivante, qui sont vraiment en grande synthèse et le levier d'action que nous avons repéré via l'échange avec les collectivités territoriales parties prenantes, dont les collectivités territoriales peuvent s'emparer. Je ne vais pas forcément là vous les lire, surtout qu'ils seront illustrés par les témoignages qui suivent, et je vous mets de suite le lien en avant-première vers le projet de publication. Alors, on espérait l'avoir finalisé aujourd'hui. C'est presque chose faite, mais il manque quelques éditoriales à insérer. Alors, il y avait un commentaire de Thierry Caillé qui s'interrogeait sur la notion d'économie criminelle. On peut rentrer dans les discussions terminologiques qui sont je pense assez intéressantes et passionnantes, qui ne sont pas toujours simples à résoudre non plus. Donc, moi, j'ai essayé de répondre à Thierry, Chloé, en lui disant qu'il nous semble important au sein du réseau national des CRPV de distinguer les pratiques économiques de subsistance qui contribuent à générer des revenus, qu'ils soient principaux ou complémentaires par la production ou l'échange de biens et services licites. J'insiste sur la notion de licite. Inversement, aux économies criminelles qui se déploient souvent sur des échelles d'ailleurs internationales par la production et échange de biens et services illicites, et que ces économies engagent souvent des réseaux qui usent de rapports de force, voire de la violence pour développer leurs intérêts économiques. Donc c'est sans doute partiel comme réponse. Dans un premier temps, nous souhaitions donner la parole à Christine Bellavoine, qui est sociologue et chargée des études locales à la ville de Saint-Denis, pour nous faire part des travaux menés par la ville de Saint-Denis, notamment autour de la mécanique de rue et de la façon dont cette collectivité s'y est prise. Donc, je suis sociologue, effectivement, et dans le cadre d'un groupe de travail sur le développement social local qui s'est tenu à la mairie de Saint-Denis sur plusieurs années, nous avons, au sein de ce groupe, largement débattu de sujets complexes qui intéressaient beaucoup de collègues de différentes directions, beaucoup de partenaires, donc autour de projets, en gros, qui n'appartenaient à personne et qui posaient problème à tout le monde. Donc, l'économie informelle faisait partie de ces problèmes, de ces questions. Concrètement, à Saint-Denis, c'est essentiellement donc la mécanique de rue, essentiellement de la vente de denrées alimentaires, des brochettes dans certains quartiers. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que cette question fait d'autant plus problème et débat que concrètement, l'activité se situe dans des quartiers promus à une requalification urbaine ou à des transformations urbaines, quartiers dans lesquels cette activité, outre les gènes occasionnés par les fumées des brochettes ou par les huiles usagées des mécaniciens, ces activités sont aussi considérées comme symboliques de villes populaires, de quartiers populaires, donc, dont on veut, avec les projets, transformer les images. Donc, je pense que c'est important de contextualiser aussi quand parle-t-on de ces questions dans les territoires et dans quel contexte. L'idée, c'est, comme vous l'avez dit en présentation de vos analyses, qu'il convient sur ces questions de poser des regards situés, de construire des connaissances contextualisées et idéalement avec l'ensemble des personnes intéressées par la question, et en premier lieu les personnes qui travaillent. Je vous passe tout le processus d'appropriation par pleine commune, la communauté d'agglomération sur cette question à partir d'une grosse recherche-action sur le territoire de Stein. Effectivement, la ville de Saint-Denis s'est emparée de la question et au sein d'un quartier spécifique, Floréal-Saussé-Courty, nous avons réuni l'ensemble des acteurs intéressés par la question. Abou Ndiaye, qui avait fait une grosse recherche-action
l'association Astin, qui est bien maintenant reconnue sur ces questions. Et donc, nous avons fait une recherche-action en privilégiant, comme il a été indiqué également, tout le volet observation fine de l'activité, des nuisances, ce qui est dit par les habitants de ces nuisances et quels partenaires du quartier sont intéressés sur cette question, notamment les policiers municipaux, mais aussi les collectifs habitants qui attendent des activités, etc. Donc, quels sont les principaux résultats de ce travail? En fait, ces résultats viennent renforcer, qui est quand même maintenant un petit peu connu de toutes ces expériences d'activités informelles dans les quartiers populaires. Premièrement, ici, une activité fortement liée au parcours migratoire, le métier de mécanicien souvent appris au pays, des personnes pour la plupart en but à des problèmes de régularisation de leurs papiers et donc d'accès à l'emploi formel, et puis une activité fortement liée aux quartiers populaires eux-mêmes, donc avec l'existence de ménages modestes qui ont besoin de véhicules parfois anciens pour accéder à des emplois assez éloignés et à des horaires parfois atypiques. Liés aussi aux quartiers populaires par les espaces urbains possibles, soit en termes de friches, soit en termes de parking dans les quartiers d'habitat social. Du point de vue des professionnels, et j'ai envie de dire nécessairement compétents, car ils travaillent sur leur seule réputation. Ils travaillent en complémentarité et non en concurrence avec les garages traditionnels. Et enfin, du point de vue des habitants qui sont plus gênés par les conséquences de l'activité que par l'activité elle-même, et que derrière ceux qui se plaignent, il y a tous ceux qui sont majoritaires, qui utilisent peu ou prou, ou qui ont déjà utilisé, ou qui connaissent des gens qui utilisent ces services. Comme toute une étude qui n'a pas révélé grand-chose, mais qui a construit en fait une connaissance commune et surtout qui a permis d'acculturer l'ensemble des participants à cette recherche-action, à cette approche de l'économie informelle, non plus comme une activité à réprimer, à expulser, à éradiquer, mais bien à une activité qui rend des services et qui est une activité populaire dans le sens où elle est proche donc des quartiers et des milieux populaires et de subsistance parce qu'elle permet donc à des travailleurs et à leurs familles de subvenir à leurs besoins. Pour terminer, on m'a demandé les principaux leviers et freins. Je vous propose plutôt de conclure sous forme de tension. Première tension, me semble-t-il, un écart important entre l'échelle du quartier, les gens qui travaillent, habitants, qui vivent, même les policiers municipaux qui sont parfois gênés d'expulser quelqu'un qu'ils finissent par connaître, dont ils savent le besoin de travailler et la compétence. Donc, des écarts entre cette échelle du quartier et puis les échelles plus décisionnaires, où là, on va parler d'activités à éradiquer, on va parler aussi d'amélioration de la sécurité, donc où on va englober les situations et se départir de la finesse des observations très locales, parce qu'on répond aussi à des exigences de communication politique, d'efficacité de l'action publique, etc. On pourra y revenir. Une tension, me semble-t-il, aussi entre cette exigence de plus en plus dans les administrations, entre l'innovation attendue, l'expérimentation et puis les capacités réelles de les mettre en œuvre avec, en tout cas sur le territoire de Saint-Denis, il me semble avoir observé une diminution des postes, des rôles et du temps de travail de collègues vraiment immergés dans les quartiers et qui sont en charge de faire émerger des projets bottom-up et des projets de DSL en partant des problèmes. Et puis une tension peut-être sur la difficulté en fait de promouvoir des processus donc d'empowerment des mécaniciens, des habitants, de tout le monde, et puis des logiques mode projet où il faut, pour sécuriser quand même la prise de décision et réellement la budgétisation de projets qui sont quand même conséquents, il faut qu'on ait quand même des résultats attendus, etc. Donc aujourd'hui, on essaye de sortir de ces tensions. On a des opportunités, notamment le programme Enrue Plus, qui propose à l'EPT Pleine Commune de consolider à l'échelle de plusieurs villes, donc de l'EPT, un projet avec des multiples sous-projets par ville, mais un projet cohérent, coordonné autour de la mobilité et des garages solidaires. Donc on voit bien qu'effectivement un tel projet exprime aussi une des dernières tensions peut-être que je voudrais exprimer devant vous, c'est à l'avant, on part
nous, en tout cas, à Saint-Denis, on est parti de la problématique du travail des mécaniciens et d'une problématique de développement social de quartier à partir de cette activité et de sa formalisation, en intégrant justement l'amélioration du cadre de vie, l'offre de services dans un quartier, le travail, etc. Et puis, on voit bien comment le projet global doit intégrer celui-ci, mais d'autres, et on passe un projet à partir des mécaniciens vers un projet qui va proposer des réponses en termes de garage solidaire ou de plateforme de mobilité, et à nous, entre guillemets, de veiller à ce que certains mécaniciens y trouvent toujours leur place. Donc c'est pour moi la tension que l'analyse de ce projet, mais d'autres aussi, doit rester à notre vigilance. Comment effectivement on est bien toujours dans cet accompagnement de la formalisation d'activités pour le mieux-être des quartiers populaires, de ceux qui y vivent et de ceux qui y travaillent de manière formelle ou pas, et de ne pas oublier ça dans les solutions nécessairement ajustées à d'autres objectifs pour avancer en fin de compte. Et pour moi, les travaux que vous menez, à la fois le réseau des acteurs politiques de la ville, le RTES, mais aussi les écrits du CNV, etc., sont des leviers en fait fondamentaux pour déjà légitimer ces questions, montrer que leur mise à l'agenda devient une question sociétale, entre guillemets, et plus seulement locale. Donc, j'ai envie de dire que, outre le rôle de l'ANRU et de la politique de la ville concrètement dans les appels à projets, le levier principal, c'est hors de territoire ce que vous faites. Et le second, me semble-t-il, c'est effectivement pour dépasser les frilosités individuelles, aller sur des choses qui restent risquées, complexes, à les sécuriser en construisant des cadres collectifs de prise de risque, comme effectivement les appels à projets contrats de ville pourraient être ces espaces où collectivités, État s'engagent collectivement sur ces questions. Je propose qu'on donne tout de suite la parole à Stéphanie Fernandez Ricatella. Bonjour à tous. Stéphanie, merci de nous partager aujourd'hui votre témoignage sur une étude d'action sur les bifins du marché Opus à Marseille. Parlons-nous d'études d'action, peut-être que vous en parlez différemment. Rappelez-nous d'où vient ce projet, quels étaient les objectifs initiaux, qu'est-ce qui a pu être mis en œuvre jusqu'à présent, qui sont les acteurs impliqués, et puis, comme le faisait peut-être à l'instant Christine, quelles sont les tensions qui aujourd'hui que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ce projet? Alors, il y a plein de choses qui vont justement rejoindre. Alors d'abord, bonjour à tous, je vous prie de m'excuser. Il y a plein de choses qui vont rejoindre aussi les propos de… Stéphanie, c'est vrai que je vous ai pas présenté et donc vous êtes chargée de mission pour l'association Améliore. L'association Améliore qui travaille en fait avec les travailleurs de rue, qui essayent de mettre en œuvre les projets pour que justement rendre formel un travail qui aujourd'hui est informel, permettre de donner des lieux qui soient dédiés aux travailleurs de rue et les accompagner justement vers l'emploi, que ce soit de l'emploi salarié ou de la création d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le trait raccourci de notre travail. Améliore existe à Montreuil et à Bobigny depuis une dizaine d'années, puisque ça a été créé en 2012 par Samuel Lecoeur, qui est directeur. Aujourd'hui, depuis 2021, nous sommes aussi à Marseille. Alors, basiquement, je m'occupe de ce projet parce que je vis à Marseille depuis très longtemps et que je connais bien ce territoire et entre autres les territoires sur lesquels sont installés des bifins, qui sont ce que communément on appelle les quartiers nord, ce qui ne veut un peu tout et rien dire. Voilà, après, il y a la fantasmagorie des quartiers nord, mais c'est comme dire le 93. Pour y être né, je sais que ça ne veut rien dire. Voilà. Aujourd'hui, on est au-delà de l'étude d'action. Ça, c'est ce qu'on a fait déjà pendant plus d'un an. Déjà, déterminer qui sont les bifins, donc les vendeurs de rue, qui sont présents à Marseille, entre autres dans un quartier très particulier qui s'appelle le quartier Capitaine Gèze, qui est un quartier qui est en restructuration urbaine et qui est, en fait, des bifins sont installés près des puces, qui sont les puces donc légales, comme on pourrait dire les puces de Saint-Ouen ou comme il y avait les puces de Montreuil qui ont déjà fermé, je crois. Voilà, donc les bifins forcément s'installent à côté parce que chacun bénéficie de la clientèle de l'autre. Il n'y a pas d'animosité ni entre les puciers ni entre les bifins. Au contraire,
puisque chacun ça ramène sa propre clientèle. Aujourd'hui, on a dénombré plus de 1000 bifins qui viennent exercer dans ce quartier-là. Alors, ils ne sont pas forcément 1000 en même temps. Le lundi, il n'y a personne, hein, c'est off pour tout le monde. Le mardi, il va y avoir 200 personnes qui sont là en permanence, mais ça peut être des permutations. Le mercredi, jeudi, ils montent à 400. Et vendredi, samedi, dimanche, on a 800 personnes qui sont là en permanence. Pour nous, le principe aujourd'hui, et on travaille avec la mairie centrale, avec la mairie de secteur, avec la métropole, avec la préfecture, qui sont des appuis forts pour créer un lieu qui a déjà été décidé, où il y aurait la place pour créer un marché qui sera un marché fermé, organisé, géré avec les bifins. Il y a aussi des entrepôts qui permettent à l'association, nous, notre manière de vivre, c'est de faire du recyclage, de sourcerie, du tri, et on travaille avec des industries pour tout ce qui pourrait, qui banalement, souvent par la déchetterie, peut être recyclé. Et, voilà, certains tissus qui vous semblent n'être plus bons à rien, par tirer à la poubelle, en fait, certaines industries font du papier avec. Voilà. Donc, il y a plein de choses en fait qui peuvent être recyclées, qui évitent d'un point de vue écologique aussi l'incinération. Donc, c'est un projet qui est vraiment transversal, c'est-à-dire que c'est un projet qui est social, économique, écologique, qui est voilà, et qui est pour l'accès des droits à tous. Aujourd'hui, on a 450 bifins qui sont adhérents de l'association Améliore Marseille. Bon, concrètement, je suis un peu toute seule hein, sur le projet à Marseille. À part quelques bifins qui viennent m'aider de temps en temps, je gère tout. Aujourd'hui, on a un site qui appartient à la ville de Marseille. Enfin, on a un site. Un site est décidé. Il y a eu des blocages réguliers qui sont des blocages politiques d'un ou une élue et qui ne trouve pas pertinent d'installer un marché des bifins dans ce quartier-là, puisque la restructuration du quartier est plutôt faite pour que la population change et que ça fait pas très très propre d'avoir des bifins. Là, le dernier frein qu'on vient de nous mettre alors qu'on devait signer la convention, c'est justement ce mélange entre vendeurs de rue et délinquance. On est dans un quartier où il y a une vraie délinquance. Les vendeurs de cigarettes sont un truc qui, de mon sens, minime par rapport aux vendeurs de médicaments qui vendent pas du paracétamol, hein, plutôt du tramadol, du Xanax, voilà, enfin que des choses qui servent pour les addictions. Et on a des vendeurs de crack. Ces gens-là étaient armés de couteaux ces derniers mois. Aujourd'hui, on en est au pistolet. Et, voilà. Donc, nous, notre problématique, elle est effectivement extrêmement large. C'est permettre aux gens de travailler dans des conditions dignes, puisque les bifins, c'est extrêmement large. Hein. J'ai le plus jeune à 17 ans, le plus vieux en a 83. Il y a des jeunes sans diplôme, sans qualification et qui n'ont pas ou peu d'accès à l'emploi. Il y a des travailleurs pauvres, il y a des familles monoparentales, il y a des gens qui sont en invalidité et leur pension est trop juste, donc ils font de la bif pour compléter. Il y a des gens qui sont à la retraite et qui, pareil, ont des retraites qui sont trop petites. Et il y a des bifins qui sont bifins de génération en génération. On a des gens qui ont également des cabis, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des gens qui sont dans l'informel, mais à Marseille, il y a un gros problème de place sur les marchés, puisqu'il y a des marchés qui ont été refaits et là où il y avait 250 places, on en a créé 120, donc forcément, on laisse des gens sur le carreau. Donc voilà, donc tous ces gens-là se mélangent et travaillent dans l'insécurité avec des interventions policières très très régulières qui leur enlèvent leurs marchandises en considérant comme c'est de l'occasion ou de la fripe que c'est du déchet, donc ils mettent tout à la benne. Et en même temps, ils vivent dans l'insécurité des délinquants qui se faufilent au milieu de ce marché pour se cacher de la police. Voilà, donc c'est une situation qui est complexe et qui, la mise en sécurité des bifins, elle est vraiment sur plein de plans. Elle est sur le plan économique, mais elle est aussi sur le plan physique. Voilà, et nous, notre parti pris, parce qu'il en faut toujours un dans un projet, même si on travaille de manière transversale sur plein de questions, c'est qu'il faut commencer par le travail, c'est-à-dire que tant que les gens n'ont pas de travail, donc pas de revenus, il n'y a pas d'accès au logement, c'est compliqué, pas de logement, compliqué pour la scolarisation des enfants parce que pas d'adresse, accès aux soins, accès aux droits pour tous, voilà, donc, mais notre parti pris, c'est de partir du travail et de leur donner l'accès justement au travail et faire un accompagnement social sur tous ces points-là, mais en priorité sur comment ils rendent légal leur pratique. Merci beaucoup Stéphanie. Dans tous les cas, vous entendre, on se dit que parmi tous les éléments que vous avez évoqués, notamment celui de de l'évolution un peu en parallèle d'économie de subsistance et d'économie criminelle, moi j'ai l'intuition que l'opportunité qu'il y aurait à consolider un marché des bifins pourrait permettre
permettent de mieux distinguer ces deux formes de pratiques économiques. Absolument. Et là, vraiment, on est juste bloqué par un élu, je vous dis, voilà, qui a lui-même des projets, ou elle-même, parce que voilà, il n'y a pas de... Mais des projets immobiliers dans le quartier, alors que les choses étaient extrêmement calées. Euromède et l'aménageur du quartier, et pour la préfecture, la mairie centrale, la mairie de secteur, puisqu'à Marseille, nous avons aussi des mairies d'arrondissement, comme à Paris ou à Lyon. Donc voilà, pour Euromède, préfecture, mairie centrale, mairie de secteur, et la métropole, qui est donc en charge de la gestion des déchets, tout devait être calé pour la mi-mars, pour justement, parce que là, il y a une extension des travaux qui est énorme, donc l'espace de vente des bifins se restreint, donc les tensions, elles montent forcément, parce que ces gens ont juste besoin de vivre, concrètement, ce sont des travailleurs, et qu'il y a même une tension du coup entre les ouvriers qui font les travaux et les bifins, c'est-à-dire qu'on est dans des tensions entre gens qui devraient se soutenir parce qu'ils sont tous les deux des travailleurs, et qui, voilà, il y a les bifins vivent comme une injustice les travaux. Et c'est aussi extrêmement compliqué, pardon, pour les riverains qui subissent bien sûr ce marché, bien sûr l'insécurité de la délinquance, voilà, parce que ce serait angélique hein, de penser qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de délinquance, et aussi les nuisances de travaux qui sont énormes, puisqu'on est parti sur 4 ans de très très gros travaux sur ce quartier. Vous décrivez une frilosité de la part d'une élue de secteur, comme si le renouvellement urbain du quartier dans lequel se trouve Capitaine Gèze n'était pas compatible avec la poursuite des pratiques des bifins, parmi d'autres. Il y a d'ailleurs un contre-exemple qui est à trouver à Barcelone, hein, le marché El Cinquante, qui se situe dans un très beau bâtiment avec des grandes qualités architecturales, une architecture d'ailleurs contemporaine, et qui se situe pile devant une des tours les plus belles de cette ville, qui est la tour Akbar, réalisée Voilà. par Jean Nouvel. Donc, ouais. Voilà un bel exemple de comment deux fonctions économiques très distinctes peuvent évoluer en face à face. Stéphanie, sur le chat, Marianne Koch de l'ANRU posait une question, et elle vous demande si vous avez connaissance à Améliore de territoires dans lesquels il y aurait des projets urbains, qu'ils soient en rue ou pas, qui auraient pris correctement cette dimension en compte. Alors non. Que ce Alors peut-être soit... qu'on peut dire Barcelone, hein, justement. Oui, non, mais c'est-à-dire que nous, c'est des choses qu'on prend en compte et qu'on essaye de... Enfin, on fait aussi de la pédagogie, justement, auprès des élus, des collectivités territoriales, des techniciens aussi qu'on rencontre, hein, voilà, parce que c'est aussi eux qui portent les projets, ce ne sont pas seulement les élus. Et on leur apporte ces exemples-là, mais y compris en région parisienne. Saint-Ouen s'est développé et boboisé parce qu'il y a les puces à Saint-Ouen. Enfin, c'est aussi un pôle d'attraction très fort. Je pense que c'est une grosse erreur d'avoir supprimé les puces de Montreuil, parce que Montreuil, ça fait aussi... je vais dire un mot horrible, ça fait partie du folklore de cette ville. Voilà, vous entendez bien que c'est avec 42 000 guillemets quand je dis ça. Mais il y a eu boboisation et gentrification de certaines villes, justement, et de certains quartiers, justement parce qu'il y a ces puces, parce que ça devient extrêmement mode, parce que, voilà. À mon sens, c'est une erreur de ne pas prendre en compte ça, de penser que c'est un frein au développement de quartier. Je pense que c'est pile poil l'inverse. Voilà, donc on continue à se battre. Hein. Des freins, on en a eu plein. Je les ai fait sauter les uns derrière les autres. C'est le dernier, et enfin, c'est le dernier. C'est le nouveau, j'espère que c'est le dernier. Et je trouverai le contournement, comme j'ai trouvé les autres contournements pour faire lever tous ces verrous. Effectivement, il y a aussi une fantasmagorie autour des bifins et du vendeur-voleur. C'est-à-dire qu'il faut réexpliquer le travail extrêmement rude de ces vendeurs de rue. On aurait voulu savoir, Stéphanie, si vous avez déjà prévu comment organiser la logistique, le nettoyage du site fermé Tout sur ça est lequel...
on est déjà prêt à ouvrir. Voilà, il y a juste ce frein-là, mais tout est déjà pensé, organisé sur la On logistique, pourra l'organisation et le nettoyage. imaginer peut-être d'organiser un temps dans lequel on puisse approfondir davantage Bien ce sûr. projet. Je suis désolé Non, non, mais je vous en prie. de poursuivre. Thierry Caillé, bonjour. Élu à la stratégie zéro déchet à la mairie d'arrondissement du 18e de Paris. Vous allez nous faire un retour d'expérience de bientôt 2 décennies de ce que c'est que l'accompagnement d'un groupe de BIFA. On parle souvent du coût de l'accompagnement social, mais il faut savoir, quand on fait de la réparation, ça a un coût, et ce coût, on va le retrouver, par exemple, la police, quand elle arrive, elle va venir saisir les affaires, et bien sûr, il faut immobiliser une benne à ordures. Et cette benne à ordures, elle est mobilisée pour la journée. Donc, par exemple, sur Porte Montmartre, eh bien, on a une benne à ordures qui est mobilisée sur 3 jours, et elle coûte à l'année 170 000 €. Vous voyez le coût. Le coût du carré, au départ, était de 200 000 €. Maintenant, il a augmenté, mais quand on a organisé les BIFIN, qu'on a obtenu avec la ville un droit pour eux sous un pont avec 100 places, ça coûtait 200 000 €. Vous voyez? Et quand on envoie la police, on ne calcule pas le coût de la police, on ne calcule pas le coût du désordre que ça fait dans le sens de la saleté, de l'éparpillement des choses, et puis pour un résultat extrêmement médiocre, puisque les gens sont toujours au même point, c'est « je te chasse, tu reviens, je te chasse, tu reviens ». Et ça ne marche pas. Donc, à partir du moment que les choses ne marchent pas, et comme tu le disais si bien, il faut observer. Et l'observation, c'est le premier point de départ pour la chose. Et quand j'ai créé avec l'association des BIFIN, qui s'appelait Sauf qui peut, je leur ai dit, vous créez une association, et puis de là, on va y aller, on va revendiquer des places où vous êtes sous un pont. Donc, on avait calculé 100 places, et on avait demandé aussi une aide d'une personne pour voir les situations délicates, sociales, etc. On parle Eh du bien, début des années 2000, n'est-ce pas, Monsieur Caillé? c'est ça. Et on est où exactement? À Porte-Montmartre, sous le pont. Alors, bien sûr, ça fait jonction, étant donné que ce sont des BIFIN, ça fait jonction avec le marché aux puces. C'est une entrée du marché aux puces de la porte de Saint-Ouen. On a eu énormément de soutien. Alors, c'était difficile tout d'abord avec la population parce qu'on a été débordé par le mouvement des BIFIN à un moment donné, puisqu'ils sentaient que tout se structurait. Alors, les gens venaient de très loin et ça a été compliqué quand même, il faut dire les choses. Et en particulier avec la population qui manifestait, c'était assez fort. Puis on a réussi à trouver des espaces encore de libre, parce qu'on est quand même sur Paris-Saint-Ouen, et on a pu mettre ces personnes vers un quartier derrière l'hôpital qui était oublié. Et grâce à la mairie de Paris à l'époque, et à Daniel Vaillant, qui était maire du 18e, en sachant qu'on a fait un véritable combat à l'époque aussi, eh bien on a réussi à prendre des décisions pour que la ville décide de créer ce carré des BIFIN. Et en une année, le carré a été entre la première décision, oui, on y va, et eh bien, il a fallu un an, et le carré fonctionne très bien. Il y a une moyenne de 450 personnes qui tournent. Alors, c'est 100 personnes à la journée, mais qui tournent suivant les gens. Il y a des gens qui sont là à demeure, qui tournent sur 3 jours, et ça fait 450 personnes. Après, les problèmes, il y a des débordements, et il y avait eu une règle aussi, c'était créé par les BIFIN, donc on peut leur tirer le chapeau, puisque c'est quand même des gens pauvres, en difficulté, etc., souvent d'origine étrangère. Eh bien, ils avaient décidé que les gens de Saint-Ouen, les gens du 18e et les gens du 17e puissent vendre, mais pas plus loin, non pas pour renvoyer les gens, mais pour dire, voilà, on ne vient pas de l'autre côté de Paris, parce que par exemple, dans le 14e, on a vers la porte de Montrouge, etc., on avait des carrés de BIFIN, puisqu'il y a aussi un marché aux puces, et il y avait des espaces BIFIN qui sont plus ou moins chassés, mais ils existaient aussi. C'est comme Porte d'Italie, c'est pareil, et ainsi de suite. Et donc, Porte de Montreuil, plus on chasse les endroits, c'est toujours au nom d'une requalification de quartier. Et là, on voit quoi? On ne tient pas compte de l'existant. Ces gens existent. Ces gens sont du coin, souvent. Et on le voit aussi dans le 20e. On va restructurer la porte de Bagnolet. On est
en train d'essayer de se battre pour dire, voilà, il faut garder ces bifins. Ils existent. Sinon, ils existaient aussi à Belleville. Sinon, bien, ils vont ailleurs et ils reviennent sur la porte de Saint-Ouen. Ça, c'est très compliqué parce que ça fait trop de monde à gérer. Et il faut remettre une banne à ordures, envoyer la police municipale. Ce n'est pas les solutions. Et puis, on a aussi une communauté rome assez importante qui est arrivée et qui a trouvé un peu de place sur le carré des Bifins, mais c'est insuffisant. Et là, on voit, c'est pareil, à travers l'observation, on se dit, mais ces gens-là, ils n'ont aucun autre moyen de subsistance que de vendre comme ça, etc. Si on ne veut pas les voir vendre des cigarettes, après, si on ne veut pas les voir rentrer dans d'autres choses illégales, et c'est pour ça quand on dit oui, c'est illégal, bien sûr, c'est illégal déjà de vendre à la sauvette des objets récupérés dans les poubelles, mais on peut vendre aussi des cigarettes parce qu'on rentre déjà dans un certain milieu et les ventes des cigarettes, c'est presque tous les jours. Donc, et ces gens, s'ils rentrent dans ces milieux, c'est faute d'alternative parce que ces gens travaillent. Et c'est là qu'il faut comprendre, libérer la police de ses tâches pour avoir des acteurs sociaux qui vont chercher. Par exemple, la communauté rome, elle est demandeuse de travail. Mais comment, quand tu es rome, que tu ne maîtrises pas les choses, mal la parole, etc. Alors qu'à l'époque, la communauté rome, elle tournait sur l'ensemble du pays et d'autres pays, voire elle se déplaçait suivant les besoins. Par exemple, comme je t'ai parlé tout à l'heure, là, on va arriver vers la saison des asperges. En France, régulièrement, à la saison des asperges, eh bien, il y a des producteurs qui manquent de main-d'œuvre, donc les asperges restent à pourrir dans les champs. Il y a quand même un problème. Et on peut le parler pour différents fruits, légumes, alors que la France est déjà déficitaire en production. Et puis, pour différents d'autres travaux, il y a un besoin, mais on ne sait pas les organiser. Donc, ça veut dire qu'il faut que les élus, l'État, etc., voire les associations, arrivent à organiser avec différents… donc, à savoir où sont les besoins, les élus qui doivent refaire monter les besoins, et il faudrait des vraies structures auprès des Roms, etc., pour dire on a des besoins, on a des gens ici qui attendent, parce que franchement, une famille de Roms, de jeunes qui ont des enfants, qu'est-ce que c'est que d'être bifin pour eux? Là, ce n'est pas suffisant pour gagner sa vie. Ça ne peut pas aller. C'est plus un complément, ça devient un travail. Et alors, ils courent partout, ils font un peu n'importe quoi. Thierry Voilà. Caillé, vous soulignez là, vous insistez sur un élément qui me semble important, qui est celui que l'entrée par les activités de subsistance permet ensuite d'ouvrir d'autres possibilités pour construire des parcours d'insertion par l'emploi qui dépassent largement seulement les pratiques de subsistance ou les pratiques informelles. Ça rejoint le commentaire de Stéphanie Fernandez un peu avant, à savoir qu'il y a intérêt à avoir une approche globale lorsque l'on souhaite accompagner ces pratiques-là. Thierry, merci pour votre témoignage. Nous allons poursuivre à présent avec Mathieu Morosini, Jonathan Stebik sur le projet Les Mamas de Grigny et Chloé, te passe le micro. Merci encore Thierry. Oui, merci. En même temps, tu les as introduits. Donc, Mathieu Amorosini, je pense, de la ville de Grigny, va commencer à nous présenter la manière dont voilà, Grigny s'est emparé du sujet ou de l'enjeu de ces femmes qui vendaient sur le parvis de la gare à la sauvette des brochettes essentiellement et ce que vous avez mis en place, notamment avec l'association, l'ONG GRDR, représentée aujourd'hui par Jonathan Stebig. Bonjour à tous, donc Mathieu Morosini de la ville de Grigny, je suis directeur de l'habitat au sein de la ville de Grigny. Je vais assez rapidement vous présenter peut-être plutôt le contexte de la ville de Grigny et de l'action qui a été mise en œuvre en lien avec la ville de Grigny et l'association du GRDR, pour laisser ensuite la parole à mon collègue du GRDR qui va vous présenter plus en détail l'organisation de l'action mise en œuvre avec les Mamas de Grigny. Juste pour préciser, la ville de Grigny, c'est un territoire qui se situe en Essonne, en Île-de-France, à environ 40 minutes de Paris par le RER D. On se retrouve dans pas mal d'éléments qui ont été précisés par les collègues des territoires précédemment sur les constats qui sont faits, que ce soit Marseille ou Saint-Denis ou le 18e. Mais néanmoins, quand même,
Nous, le phénomène de l'économie informelle, des vendeurs à la sauvette, des mécaniciens sauvages, il n'a pas toujours été présent sur le territoire. On n'est pas en petite couronne de Paris, on est plutôt en grande couronne, on est quand même assez excentré. Et c'est vrai qu'on a vu ce phénomène se développer. Il n'était pas présent depuis le début, en tout cas, et prendre de l'ampleur assez rapidement. Et donc, c'est vrai que c'est pas des sujets pour lesquels on était très à même de gérer en interne au sein de la ville. Et donc, assez rapidement, en fait, on a fait appel justement à cette ONG qu'est le GRDR pour nous soutenir sur l'action des mamas de Grigny. Grigny, grosso modo, c'est une ville qui est souvent présentée comme un des territoires les plus pauvres de France, avec une population en difficulté, avec pas mal de difficultés sociales. Au sein du territoire, on a deux grands ensembles immobiliers qui sont des quartiers prioritaires. Un quartier de logement social, qui est le quartier de la Grande Borne, et un quartier de logement privé, qui est la copropriété de Grigny 2, qui regroupe 5000 logements, 17 000 habitants. Donc c'est une ville dans la ville, parce que pour le coup, Grigny, c'est un peu moins de 28 000 habitants. Et donc, on a la gare RER qui dessert directement cette copropriété privée de Grigny 2, qui permet la sortie des habitants et des riverains directement au sein de la copropriété. On a une forme d'organisation qui s'est développée aux abords de cette gare, de phénomènes de vente à la sauvette, avec une structuration plutôt bien organisée. On a tout un parvis-gare qui est contrôlé par la SNCF et donc qui est absolument nickel, où il n'y a jamais personne qui exerce une quelconque activité. Et puis dès qu'on sort du parvis-gare et dès qu'on arrive sur l'espace public, on a ces phénomènes de vente de nourriture dans un premier temps. Puis quand on monte un peu plus haut, on a le phénomène de vente de cigarettes. Et quand on monte encore un peu plus haut, on a tout un centre commercial avec un énorme parking à l'abandon qui fait aussi partie de cette copropriété de Grigny 2 où on retrouve aussi un phénomène de mécaniciens sauvages. Donc fort de ce constat, en fait, on a été interpellé dans un premier temps plutôt par les habitants. C'est les habitants qui se sont souvent plaints de ces phénomènes aux abords de la gare, avec souvent des problèmes de transit et de passage, avec une forme de paradoxe où si les gens sont là, c'est qu'il y a également énormément de gens qui consomment en fait les services qui sont proposés, notamment la nourriture. Et donc, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un vrai clivage et des vraies tensions qui émanaient autour de ces activités en périphérie immédiate de la copropriété. La copropriété, c'est un territoire sur lequel nous, pouvoir public, on intervient beaucoup. C'est une copropriété dégradée qui fait l'objet d'une opération d'ORCOD, donc avec une intervention des pouvoirs publics assez importante. Donc il y a tout un tas de réunions publiques, de concertations publiques qui permettent d'associer les habitants. Et ce qui revient assez régulièrement lors de ces échanges qui sont bien spécifiques en fait à la vie de la copropriété, c'est systématiquement ces problèmes de quotidienneté qui s'exercent en périphérie de la gare et notamment les problématiques de vendeurs à la sauvette. Donc on s'est rapproché du GRDR fin 2019, je crois, pour les missionner sur le travail qui a permis d'aboutir à la mise en œuvre de l'association des Mamas de Grigny. Et donc je pense que Jonathan peut peut-être préciser plus en détail l'action mise en œuvre avec les femmes. Mais tenir compte aussi des timings, revenir assez rapidement sur la démarche, peut-être aussi remercier en plus du soutien assez significatif de la ville. C'est vrai que c'est vraiment la convergence de partenaires financiers qui nous ont permis du coup depuis 3 ans de mettre en œuvre une action avec des impacts assez significatifs. La NCT, Conseil départemental de l'Essonne, Fondation Raja sur la partie opérationnelle, mais aussi un soutien de 2 ans de la Fondation Paris Habitat autour d'une recherche-action qui nous a permis en fait de travailler la capitalisation et avancer sur la modélisation de notre démarche. Sur la mise en œuvre, il y a 3 aspects que je voudrais souligner très rapidement. Toute cette première phase, on va dire, de l'automne 2019 jusqu'à l'été 2020, tout ça un peu entravé par l'émergence du Covid, mais on a beaucoup travaillé sur la phase d'identification et de diagnostic des besoins. Donc sur un travail de proximité, de construction d'un climat de confiance avec les femmes, en gros un temps pour faire connaissance. Et en parallèle, sur du maillage d'acteurs et maillage territorial, identifier en gros les dispositifs d'action sociale qui pouvaient contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes du coup qu'on allait accompagner. Et du coup, cette phase de diagnostic a abouti à la structuration d'un cadre juridique d'une association portée donc par un groupe de 9 femmes du Parvis qui étaient donc des vendeuses de brochettes. Donc l'association a été constituée au bout d'1 an après le démarrage de la phase de diagnostic. Sur les leviers et freins, c'est vrai que nous, sur la démarche mise en œuvre, on a pu identifier ce qu'on appelle un peu des conditionnalités de réussite. Donc je voudrais peut-être insister sur cette dimension-là et la première, et qui me semble être vraiment la prioritaire, la principale quand on traite des questions d'économie informelle, c'est la question du client. C'est vrai qu'on a trouvé une bonne combinaison et collaboration avec la ville de Grigny, puisque quand on accompagne du coup des personnes qui ont comme solution de subsistance une activité marchande, tout le temps qu'on va leur prendre pour proposer un accompagnement quel qu'il soit,
ça va générer un manque à gagner. Donc on a considéré que pour être en mesure d'être écouté et de construire vraiment un accompagnement, sur le temps long, il était nécessaire immédiatement d'amener de l'argent, en gros, de développer le chiffre d'affaires et de développer l'activité. La ville, en gros, a joué le jeu et a passé la plupart des commandes, directement aux femmes du parvis, et donc pour permettre ça, donc il y avait 2 autres conditions, celle de disposer d'un lieu de production ou au moins d'un lieu de rencontre, donc type un laboratoire quoi, qui permet de cuisiner. On a pu trouver cette solution dans l'épicerie sociale, à Grigny, et ensuite la problématique d'un outil de facturation parce que vu qu'on a démarré immédiatement avec la réalisation de prestations culinaires et qu'il n'y avait pas d'association Les Mamas de Grigny constituée, on est passé par une association intermédiaire qui s'appelle l'association Réveil, qui en gros facturait la ville et ensuite reversait l'argent aux femmes du parvis. En plus, du coup, il y aurait 2 autres conditions qui me paraissent importantes à relever pour la réussite d'un tel modèle. Il y a celle du temps. C'est vrai que du coup, on évoquait l'automne 2019 comme démarrage de l'action, donc ça veut dire qu'on est là-bas depuis 3 ans. Et je pense que c'est une condition pour assurer une certaine viabilité du modèle économique, stabiliser aussi le cadre juridique dans lequel on met en œuvre l'accompagnement, travailler sur de la professionnalisation, des formations du coup sur les normes d'hygiène, de sécurité, pour l'exercice de métier de restauration, mais aussi surtout l'accompagnement social et l'identification et la levée des freins périphériques. La dernière condition qui me paraît importante, c'est celle donc du maillage partenarial et de la mise en réseau sur le territoire. On a affaire du coup à des gens qui rencontrent tout un tas de problématiques périphériques liées à la santé, au logement, au mode de garde des enfants, aux conditions de revenus, aux aides sociales, à l'apprentissage du français, aux situations administratives. Et en fait, du coup, nous, c'est par la convergence et la réunion de différents opérateurs du territoire qu'on a pu mettre en relation du coup les femmes sur des champs de compétences qu'on n'avait pas nous-mêmes. Par exemple, la question des droits administratifs, droit au séjour, la question du logement. Donc ce travail en réseau, il est aussi fondamental. Sur les résultats, je reviendrai rapidement sur 2 dimensions. Il y a des résultats sur la dimension sociale. Déjà, sur la mise en œuvre du projet, les femmes, elles ont vraiment gagné en capacité de mobiliser du coup ces fameux services et dispositifs du territoire. Il y a eu une grande amélioration aussi sur la confiance et la prise de parole en public. Il y a eu beaucoup de prestations qui ont été réalisées pour la mairie, pour l'inauguration des permanences des députés en Essonne. On a rencontré François Ruffin, aussi des événements à l'université d'été du ministère de la Ville. Elles ont rencontré la ministre, donc vraiment des cadres où il y avait une meilleure confiance ensuite en elles. Et un autre aspect qui est celui de l'inscription dans des réseaux d'acteurs. En fait, dans le cadre de l'accompagnement, on a pu inscrire du coup l'association Les Mamas de Grigny sur 2 principaux dispositifs. Donc le dispositif Émergence de France Active et un autre qui était le réseau des associations lauréates de l'appel à projet de la NCT des Gilets Roses sur l'Essonne. En fait, c'était pas anodin parce que c'est aussi des espaces qui permettent de se confronter et d'échanger avec des structures d'autres environnements, avec peut-être plus d'expérience et d'avancer sur la structuration du projet associatif, au-delà de l'activité culinaire, mais même de l'association en tant que telle. Et ensuite, en termes de dignité, c'est vrai que si on est schématique et caricatural, on est quand même passé d'une situation où il y avait des invisibles qui étaient pourchassés par la police au bout de 2 ans à être des interlocuteurs de pouvoir public dans le cadre de prestations avec des dimensions de prestige. Donc en termes d'estime de soi, c'est des impacts qui sont pas anodins. Ensuite, sur la dimension économique, juste insister sur les 2 offres marchandes existantes pour le moment. Donc en fait, on a stabilisé la viabilité économique du modèle avec un traiteur solidaire, avec le soutien de la ville. Donc en fait, il y avait eu ce constat pendant la pandémie que les ménages en situation de précarité n'avaient pas de quoi cuisiner chez eux. Donc en fait, la ville a proposé aux Mamas de Grigny de réaliser des repas préparés pour livrer du coup une 50aine de repas par semaine, ce qui génère du coup un revenu d'environ 1 800 € net par mois pour les femmes. Et donc l'approvisionnement en matières premières se fait au niveau de l'épicerie sociale à des coûts symboliques, donc ce qui permet du coup d'assurer une viabilité. Un autre aspect du coup, c'est la partie plutôt prestation qui s'est beaucoup développée sur l'année 2022. On va dire qu'on tournait à peu près à 3 prestations par mois, donc pour différents événements de Grand Paris Sud, Ministère de la Ville, Fête de l'Humanité. En gros, aujourd'hui, sur l'année 2022, il y a eu à peu près 4 800 € par femme qui ont été générés. En gros, 43 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. On est conscient que c'est pas quelque chose qui permet du coup aux personnes d'avoir de quoi vivre individuellement, mais ça stabilise en tout le modèle. Il y avait un dernier aspect sur lequel je voulais insister, qui serait un peu des priorités pour avancer sur de l'accompagnement des économies informelles ou économies de subsistance. C'est vrai que du coup, on le voit, l'économie informelle, elle est quand même
constitutif de l'économie dans les quartiers. On chiffre environ à 15% du PIB national issu de l'économie informelle, donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Donc je pense qu'elle doit être partie intégrante des stratégies, des politiques de développement économique, et je pense que l'événement organisé aujourd'hui et la démarche depuis 2 ans de RTES, ça va vraiment dans ce sens-là, et j'en profite pour remercier pour l'invitation et de nous y avoir associés. Et d'autre part, du coup, il y a une dimension qui me paraît un peu fondamentale, qui est celle de pas forcément se focaliser sur la formalisation des économies informelles individuellement, parce que je pense que ça risque d'exclure en gros les entrepreneurs eux-mêmes. Autrement dit, sur le secteur informel, je pense qu'il y a la forme collective et coopérative qui est la plus appropriée, parce que ça me paraît illusoire de penser qu'on pourra transformer individuellement toutes les activités, mais par contre formaliser un outil de production qui pourra contribuer, lui, à faciliter la formalisation des situations individuelles des personnes. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne, et ça sur les différentes filières. Donc, autrement dit, c'est que la finalité, elle consiste pas forcément à accompagner les individus, mais plutôt à accompagner la structuration de l'activité informelle, contribuer à la développer et stabiliser un outil qui est viable économiquement, qui permet du coup d'intégrer sur une logique de flux des individus afin de permettre de formaliser ou d'améliorer leurs conditions de vie, mais sur tout un tas d'aspects sur les dimensions de santé, de retour à l'emploi, donc qui soit un peu un espace qui combinerait du coup une viabilité économique autour de la filière et un accompagnement social des individus en parallèle. Voilà en gros les éléments que je voulais partager. Merci. Merci beaucoup, Jonathan Sebig et Mathieu Morosini. J'invite maintenant Marial Herriot et Shahrazad Tapti du conseil départemental de Seine-Saint-Denis à nous faire part de la manière dont le conseil départemental de Seine-Saint-Denis aborde de manière transversale, et en tout cas à travers différents dispositifs, différents secteurs, directions de la collectivité, ce sujet des pratiques informelles et de leur accompagnement. Et je précise que tout comme les Mamad Grigny d'ailleurs, une fiche est dédiée à l'action globale du conseil départemental de Seine-Saint-Denis dans le repère du RTES apparaître très prochainement. Bonjour à tous, Marial Herriot, je suis chef du service des économies nouvelles et solidaires au département de la Seine-Saint-Denis. Merci à Chloé pour cette introduction. Alors avant de laisser la parole à ma collaboratrice Shahrazad Tapti, qui est chef de projet entrepreneuriat inclusion et qui pourra nous donner des illustrations concrètes de soutien à des projets, je voudrais dire un mot sur la vision du département de la Seine-Saint-Denis qui est un peu en cours d'évolution, ou plutôt comment sur ce sujet des économies de subsistance, des activités génératrices de revenus dans les quartiers, on essaie de plus en plus d'adopter une approche globale par l'ESS. La première raison, c'est qu'il y a d'abord un constat qui est bien dressé d'ailleurs dans le programme d'investissement des compétences lancé par l'État. C'est la nécessité de faire une place aux bénéficiaires dans les parcours d'insertion, tant pour le co-design de l'offre d'insertion que pour la participation à la gouvernance même des projets. Donc, on peut dire que c'est un leitmotiv qui est plutôt ancien pour l'ESS, qui est plutôt que de parler de bénéficiaires, cherche à faire des coopérants, et central dans la politique de la ville. C'est pourquoi on pense que voilà, cette approche nous permettra de positionner favorablement de nouvelles solutions. Dire aussi qu'on est partie prenante de d'autres dispositifs comme Territoire zéro chômeur longue durée en Seine-Saint-Denis, qui là aussi par des compétences des habitants à valoriser. Donc, c'est avant tout un regard à changer, ça a été dit tout à l'heure, sur ces habitants des quartiers. Ensuite, pour nous, pour le département, faire une place aux bénéficiaires, ça implique clairement de mieux appréhender l'économie de subsistance et réfléchir aux modalités par lesquelles on associe les habitants pour faire émerger ces projets coopératifs. Et là, c'est vrai que même si on ne part pas de rien, parce qu'on l'a vu, il y a des projets, il y a une culture ESS dans les territoires, on a quand même aujourd'hui, en termes de politique publique, des dispositifs qui sont très cloisonnés entre, on pourrait dire, la remobilisation d'un côté et le lien social, l'emploi direct, l'entrepreneuriat, autant de dispositifs qui sont parfois conçus comme des parcours complètement séparés. Donc, si on veut promouvoir des logiques de développement intégrées qui s'appuient sur la remobilisation, la valorisation des compétences et la création d'activités génératrices de revenus, il faut qu'on en revienne même à la conception, la façon dont on parle, la gouvernance même de ces parcours, en prenant en compte le fait que ces habitants dans les quartiers, ils sont
sur du multi-activité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose voilà, qui n'est pas assez pris en considération dans le cadre de l'action publique. Un exemple en Seine-Saint-Denis sur l'articulation possible entre des projets personnels de création d'entreprise liés à des marchés porteurs sur le transport de personnes et l'entrepreneuriat collectif. Le cas des VTC, on a beaucoup de projets de création de VTC en Seine-Saint-Denis. Donc le département, donc on a un appel à projet accompagnement renforcé vers l'entrepreneuriat où on accompagne 600 personnes par an sur la création d'entreprises. Et depuis l'année dernière, on a pris des parts sociales. Donc, on je crois, la seule collectivité, enfin oui, on l'est, des parts sociales dans une coopérative de VTC chauffeurs en Seine-Saint-Denis qui est composée de coopérants, de chauffeurs qui, tout en souhaitant rester entrepreneurs, souhaitent avoir d'autres modes de débouchés économiques sur des marchés B2B comme alternative, on peut dire, à l'ubérisation totale. Donc là, l'action du département, ça va être de les accompagner auprès des grands acteurs économiques du territoire et de leur permettre aussi d'avoir accès à la commande publique. Je ne veux pas être trop long, donc dire simplement que en Seine-Saint-Denis, on a un taux de création d'entreprise qui est le plus dynamique d'entreprise et que pour une partie du public qui est concerné par l'entrepreneuriat, on aimerait promouvoir tout de même des modes d'organisation qui les sécurisent économiquement. Et à ce titre-là, on s'interroge beaucoup sur la place du département, quelle peut être sa doctrine d'intervention sur les projets en matière de politique de la ville, puisque comme vous le savez, on est chef de file des départements sur l'insertion, mais on n'a pas de compétences en matière de politique de la ville à proprement parler. D'abord dire qu'on a identifié une nécessité qui a été bien rappelée pendant le séminaire de la politique de la ville organisé par RTES, qui est d'abord une coopération plus étroite à l'échelle des EPT entre les services politiques de la ville et ESS. La deuxième chose, c'est que nous, en tout cas en Seine-Saint-Denis, on va essayer de mettre en place un groupe de travail avec les collectivités partenaires pour mieux travailler justement sur cette doctrine d'intervention. Il nous semble important que les futurs contrats de ville soient orientés autour du soutien au développement économique des associations au profit d'une nouvelle génération de projets, notamment également dans le cadre de la rénovation urbaine. Donc, on est un peu en fin d'intervention, donc il y a des choses qui ont déjà été rappelées tout à l'heure. Et on s'interroge aussi sur les facteurs de réussite, notamment la nécessité qu'il y ait un travail en termes d'intelligence économique. Ça a été rappelé, cette dimension économique par Jonathan du GRDR tout à l'heure. On partage complètement cela. Et on pense qu'il faudrait également pouvoir associer la région qui soutient largement aujourd'hui les dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Voilà pour cette petite introduction côté département de la Seine-Saint-Denis. Je laisse la parole à ma collègue Sherazade Tapti pour vous présenter des illustrations concrètes et poursuivre l'analyse autour des besoins du public en Seine-Saint-Denis. Rassurez-vous tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc la collègue de Marielle Herriot-Dramé au département de la Seine-Saint-Denis. Et effectivement, le département soutient la création d'emplois déjà dans l'économie sociale et solidaire en partant des compétences des habitants à travers ce qu'on appelle un projet Agir en Seine-Saint-Denis. Il s'agit majoritairement de structures associatives qui peuvent par la suite évoluer vers des structures d'insertion par l'activité économique, comme par exemple TAF et MAFé, dont on a parlé, et qui vise à accompagner des femmes qui ont une activité quotidienne de restauration informelle dans les quartiers politiques de la ville. En matière d'accompagnement vers l'officialisation de petites activités informelles, souvent génératrices de revenus complémentaires, nous soutenons des dispositifs comme Tremplin, qui est porté par l'Association pour le droit à l'initiative économique. Et ce dispositif vise à identifier et à accompagner les personnes dites invisibles. Ces activités échappent à la régulation de l'État et à la comptabilité nationale, et le risque encouru pour ces personnes éloignées des circuits économiques classiques est à la fois social, financier, judiciaire et humain. Et pourtant, ces activités révèlent un potentiel de compétences et de savoir-faire qui ont besoin d'être accompagnés, soutenus et valorisés. Un autre exemple de projet valorisant les compétences des habitants, c'est qu'on soutient et qu'on a d'abord lancé via une étude d'action sur le territoire, c'est la boutique en Seine à Épinay-sur-Seine. En réalité, il s'agit d'une boutique école qui est mise à la disposition des femmes qui n'ont pas formalisé une activité et qui souhaiteraient tester leur projet et la vente de leurs produits. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est l'articulation entre les acteurs avec des enjeux qui convergent. L'insertion professionnelle d'un côté, la revitalisation d'un quartier de l'autre. Et il y a une preuve de concept, il y a une envie de la part d'autres communes qui nous ont sollicité pour développer ce type de dispositif. Mais pourtant, il n'y a pas de passage à l'action qui rend l'essaimage difficile. Ce qui est également intéressant sur ce dispositif de boutique
école, c'est l'effet d'apprentissage en immersion et en mode collectif. L'objectif n'est pas l'entrepreneuriat collectif, hein, puisque chacune des personnes vient avec ses propres produits, mais à l'instar d'une coopérative éphémère, elle participe au chiffre d'affaires de la boutique ensemble. Et ça, c'est assez intéressant. Cela étant dit, il faut pouvoir s'interroger sur le souhait de ces personnes à vouloir nécessairement accéder à un emploi salarié à temps plein. Et on en revient à ce que disait Madame Herriot tout à l'heure, c'était la place du bénéficiaire dans les dispositifs et la question de la multi-activité. Le GRDR a réalisé une étude en ce sens, hein, sur l'articulation du temps de vie personnel et professionnel, et c'est très intéressante en ce sens qu'elle interpelle sur la meilleure prise en compte de ces articulations de temps de vie. Une partie des publics, pour des questions de trajectoire de vie, s'inscrit dans une organisation avec des multi-activités. Et par exemple, nous, on le voit sur l'accompagnement qu'on propose aux allocataires du RSA qui ont déjà créé une activité, qui sont déjà travailleurs indépendants. Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à une autonomie financière suffisante pour sortir durablement du RSA. Et pour en tenir compte, nous proposons en ce sens un accompagnement à la consolidation de l'activité, mais aussi à l'accompagnement à la multi-activité, notamment pour les personnes qui ne souhaitent pas faire le deuil de leur projet, mais qui ont tout de même besoin de compléter leurs revenus avec un emploi complémentaire. Notre objectif est de travailler une approche globale par l'économie sociale et solidaire en partant de la reconnaissance des compétences des habitants, en tenant compte de leur choix d'articulation de temps de vie, et il s'agit en réalité de renouer avec des organisations économiques qui parachèvent une démarche de démocratie économique, revenir à des organisations plus structurées comme des coopératives ou des mutuelles. Et en ce sens, nous aimerions continuer à soutenir des actions comme celle qui vous avait été présentée il y a quelques minutes, portée par le GRDR, les Mamas de Grigny. Nous aimerions importer ce type de dispositif sur le territoire. Et comme l'a dit Chloé aussi en introduction, le RTS va prochainement publier une fiche sur cette approche globale en Seine-Saint-Denis et nous restons bien entendu disponibles pour en échanger avec vous. Merci beaucoup, Maria Lerio et Shahrazad Tapti. Et désolée de ce planning, effectivement, de ce temps court. Et effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire. Il y a Madame Saud Frédéric, je crois que je te donne la parole pour le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, non, ça ne va pas être moi pour le coup, mais effectivement, le temps est passé très très vite. Il y a eu beaucoup d'informations, de sujets qui ont été exprimés. Ce qu'on vous proposait, c'était de revenir en fait sur 2019, le travail effectué par le CNV à cette époque, et finalement donner aussi la parole à Marion Mangin pour nous faire un rapport d'étonnement sur la situation d'aujourd'hui. Donc là, on l'a vu, des éléments de société, des pratiques qui commencent à s'installer dans les territoires, mais qui souffrent finalement de moyens pour avancer, de cadres aussi pour structurer leur démarche. Voilà, qu'est-ce que ça évoque, Marion, sous forme de rapport d'étonnement, toute cette avancée, tous ces travaux qui ont été conduits là depuis quelques années et vers où on va finalement, parce qu'on a évoqué les contrats de ville, mais on n'a pas évoqué aussi le niveau national en termes d'évolution, de cadre, de réglementation, etc. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci de m'avoir convié au webinaire et merci à tous les intervenants pour tous ces témoignages et ces retours d'expérience très riches. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, le Conseil national des villes, c'est une instance historique de la politique de la ville qui est présidée par le Premier ministre ou en son absence par le ministre chargé de la ville. C'est une instance de réflexion, d'analyse et d'anticipation des évolutions des politiques publiques qui contribue par ses travaux et recommandations à la définition du cadre et des orientations de la politique de la ville dans plusieurs domaines, l'habitat, le cadre de vie, l'emploi, l'éducation, la lutte contre les discriminations ou encore la participation citoyenne. Comme vous le voyez sur la slide, du coup, l'instance contient 64 membres qui sont répartis en 4 collèges paritaires de 16 membres chacun, un collège d'élus, un collège d'acteurs économiques et sociaux, un collège de personnalités qualifiées et un collège d'habitants. Et actuellement, nos vice-présidentes sont Fabienne Keller, qui est députée européenne, et Hélène Geoffroy, qui est maire de Vaux-en-Velin. Tous les retours qu'on a eus pendant tout ce début d'après-midi font écho donc aux travaux du CNV qui avait donc été saisi en 2019 par le ministre de la Ville et du Logement, Julien Denormandie, donc pour produire un avis et des recommandations sur la richesse économique et les savoir-faire dans les quartiers. Et du coup, en lien justement avec la prochaine contractualisation, le CNV plaide notamment en faveur de l'intégration dans l'instruction de la prochaine programmation de la politique de la ville pour de la dimension de l'économie informelle dans l'évaluation du développement économique du territoire. Pour revenir un peu sur les témoignages qui nous ont été livrés dans la journée, ce matin, la première séquence permettait un peu de
de revenir sur les enjeux de définition, de capitalisation et un peu de contour de cette économie informelle. Et lors des groupes de travail du CNV, c'est également, la question de la définition avait longuement été débattue parce qu'elle porte en elle-même des confusions sur la nature des activités, mais également des savoir-faire qui sont évoqués dans l'économie informelle. Donc, on avait fait le choix de retenir la définition suivante. L'économie informelle désigne l'ensemble des initiatives et des activités, donc telles que la vente de biens ou les services, les prestations, l'accompagnement de personnes, que ce soit dans des projets individuels ou collectifs, qui sont donc créatrices de valeurs et de liens de solidarité, qui échappent à la régulation de l'État et à la comptabilité nationale, et qui ne s'inscrivent dans aucun cadre réglementaire et n'offrent donc de ce fait pas de protection sociale pour les personnes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui en ont parlé, mais nous, en tout cas, dans nos travaux, les travaux de l'instance ne portent pas du tout sur les activités et le commerce illicites qui concernent la vente de biens volés ou obtenus par fraude. Et par contre, on a vu à travers tous les différents témoignages qui nous ont été livrés que c'est un concept qui recouvre vraiment des réalités qui sont sociales et économiques et très diverses. Mais quand même, on peut retrouver plusieurs dénominateurs communs dans ce qui nous a été présenté, mais plus largement également. Tout d'abord, on voit que c'est une économie quand même qui est née de besoins qui sont peu ou mal pris en compte par le marché ou par l'État et qui finalement laisse une place assez importante à la prise d'initiative, qu'elle soit collective ou individuelle, des acteurs locaux, mais notamment des habitants et finalement des collectifs d'habitants qui sont très présents dans le cadre de l'économie informelle. C'est également une économie qui permet d'exercer des activités, de développer des savoir-faire et de favoriser l'innovation en marge des codes réglementaires, administratifs et académiques qui régissent aujourd'hui le marché plus traditionnel et plus formel, on va dire. Et enfin, je trouve que ça s'est quand même ressenti un peu aussi à travers les témoignages qu'on a eus. On voit que donc, ces habitants qui s'organisent pour répondre à ces besoins qui sont donc peu ou mal couverts, ils créent finalement des modèles économiques qui sont innovants et qui reposent vraiment sur des valeurs et des pratiques de solidarité entre les populations. Et donc, c'est des activités qui sont rendues finalement possibles grâce à des expertises croisées citoyennes et qui font apparaître de nombreuses externalités positives sur les territoires et dans les quartiers. On a eu ensuite des témoignages qui cherchaient plutôt à mettre en valeur justement des pratiques d'économie de subsistance. Dans ces travaux, le CNV avait notamment fait le constat que dans ce pan économique, là où se développent ces activités, bien sûr, c'est une activité qui est présente dans les quartiers et qui concerne une diversité de secteurs économiques, mais on voit également que donc c'est une économie qui est absente des flux de la comptabilité nationale. Et pour le CNV, en fait, ignorer ce pan économique, ça reviendrait finalement à nier une forme d'organisation à la fois sociétale et sociale. Donc, pour nous, il est vraiment essentiel de pouvoir réaliser encore davantage de diagnostics pour permettre vraiment un chiffrage géoréférencé de toutes ces initiatives, de toutes ces actions, pour permettre vraiment d'objectiver encore plus ce phénomène et donc de pouvoir permettre par la suite au pouvoir public peut-être de s'emparer plus facilement ou plus largement de ces enjeux. À cet effet, du coup, le CNV avait notamment recommandé de mobiliser l'ONPV, pour les quartiers en tout cas, pour identifier et mesurer des indicateurs d'activité et de richesse économique créée, ainsi que les emplois présents dans les quartiers. Donc, comme le disait David, cette recommandation a notamment donné lieu à la thématique du rapport 2022 de l'ONPV qui portait sur les vulnérabilités et les ressources. Mais au-delà de ces données qui sont nationales et comptables et qui, bien sûr, sont essentielles pour la connaissance de toutes et tous, l'instance considère que c'est un sujet qui mérite encore plus une démarche innovante qui s'inspirerait des diversités des territoires, des besoins des habitants, de leurs initiatives, mais aussi des méthodes et des expertises de tous les acteurs qui sont présents sur les territoires et qui accompagnent ces démarches. Et c'est pour ça qu'on recommandait également de réaliser donc un diagnostic de territoire en vue d'expérimenter sur 10 territoires volontaires pour une durée de 3 ans et avec des moyens financiers dédiés à leur mise en œuvre. Et du coup, on a été très contents de suivre l'expérimentation qui a été menée par le RTES en lien avec les CRPV et la NCT. Dans les derniers temps, c'était plutôt tourné du coup sur comment accompagner ces entrepreneurs. Et dans ces travaux, le CNV s'est également interrogé sur ces segments de population qui sont concernés. Et il est apparu pour nous que tout le monde ne porte pas l'envie finalement de sortir de cette économie et que finalement avoir un cadre d'accompagnement qui permet de passer
d'une économie informelle vers une économie plus formalisée dans une certaine légalité administrative, on va dire. En fait, ça ne peut pas concerner tout le monde. Ça peut concerner uniquement les personnes qui en portent l'envie dans des parcours individuels, personnels ou professionnels. Du coup, je voulais porter à votre connaissance 3 autres recommandations qui ont été formulées par l'instance. La première, donc, de porter une attention particulière sur une plus grande tolérance et une facilitation administrative pour l'usage des espaces publics, dès lors que ces activités finalement ne gênent pas les autres personnes. Une deuxième sur le fait d'être attentif au soutien financier et logistique apporté aux réseaux et acteurs professionnels de proximité qui impulsent des démarches innovantes de repérage des initiatives, donc comme on l'a pu le voir avec les témoignages d'aujourd'hui. Et enfin, de faciliter et soutenir la création dans le cadre d'une expérimentation dans des territoires volontaires, d'incubateurs d'économie solidaire ou de coopératives d'activité et d'emploi solidaire. Et notamment, on voit dans le cadre du témoignage qui nous a été livré sur les mamas de Grigny que vraiment le GRDR a joué un rôle essentiel finalement pour accompagner toute la formalisation et l'accompagnement de ces femmes aussi pour une certaine émancipation, prise de confiance en elles. Et peut-être du coup pour conclure, le CND rappelait dans ses travaux que finalement reconnaître ses compétences, ses savoir-faire et ses savoir-être qui sont issus des pratiques et des activités donc non formelles, ça doit permettre de valoriser des publics qui sont aujourd'hui éloignés des dispositifs publics d'accompagnement. Et chacun doit pouvoir disposer d'une réussite individuelle qui prenne la forme donc soit d'un projet d'entrepreneuriat, comme on a pu le voir à travers les témoignages. Mais pour le CMV, c'est également important de rappeler que c'est aussi finalement une formalisation qui peut déboucher sur des emplois salariés, tout simplement. Et pour cela, il est nécessaire qu'on puisse collectivement adapter nos méthodes et les outils qu'on développe aux besoins des quartiers et de leurs habitants, tout en laissant une place pour permettre finalement à ces activités issues de l'économie informelle de pouvoir coexister tout simplement avec l'économie formalisée et de coexister ensemble. Et donc l'économie informelle, elle peut être appréhendée comme un espace vraiment d'émancipation, mais également comme un espace en capacité de créer vraiment du lien social entre les habitants d'un territoire. Et peut-être, juste pour conclure, on voit bien que la dimension de l'économie informelle aujourd'hui, ou de l'économie populaire, selon les termes qu'on emploie, c'est une économie qui est donc de plus en plus présente dans nos discussions. On voit que de plus en plus d'acteurs s'en emparent. Et peut-être, et notamment aujourd'hui, en voyant toutes ces collectivités qui témoignent de tout ce qu'elles font pour accompagner le développement et l'accompagnement de cette économie. Et peut-être que pour le CNV, en tout cas pour nous, l'intérêt demain, ça serait également de faire en sorte que les différents profils entre eux, DevEco, politique de la ville, logement, puissent finalement se parler, croiser un peu tous nos regards pour améliorer notre connaissance sur cette économie et finalement pouvoir la porter auprès des élus des territoires et du plus grand nombre, ainsi qu'au niveau de l'État national. Merci beaucoup, Marion. Je ne sais pas si on peut rajouter quelque chose. Si vous, les collègues, vous voulez aussi rajouter des choses. Moi, ce que j'ai aussi entendu dans les échanges et sur lequel j'aimerais aussi insister, c'est le rapprochement des écosystèmes finalement. Effectivement, Marion, tu l'as indiqué, politique de la ville, logement, DevEco, mais c'est aussi sur les façons de travailler. On a parlé beaucoup d'empowerment, de processus d'empowerment, comment on appréhende davantage les territoires sur des logiques de projet. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui manque encore un petit peu ou qu'on a laissé filer finalement. Et peut-être que si on pouvait réorienter la politique de la ville sur ces modes de faire, on y gagnerait beaucoup et on permettrait d'avoir aussi plus de temps pour faire ce travail de dentelle à l'échelle des quartiers. Je ne dis pas que tout ça a été totalement oublié, mais en tout cas, c'est des enjeux propres qu'on perçoit, nous, au niveau national. Et donc, voilà, en tout cas, c'est franchement la logique le processus, les méthodes qui me semblent aussi important de relever. Effectivement, la question de la convergence entre les partenaires nationaux elle va être aussi importante à poser parce qu'on l'a vu avec les témoignages. Derrière, pour observer et accompagner, il faut des moyens. Et si on pouvait avoir des cadres collectifs au niveau national, ça permettrait d'avancer plus sereinement. La dimension DevEco, qui est un peu plus ténue aussi en 2023, je pense, par rapport à ce qu'on avait pu avoir dès 2014 avec la loi de 2014, mais peut-être à réaffirmer en tout cas et à réintroduire de nouveaux sujets en tout cas comme ceux des économies de subsistance, pardon. Voilà, en tout cas plein de pistes hyper intéressantes, mais on l'avait aussi souligné entre nous, entre partenaires, il y a un gros enjeu au niveau national d'agir en fait sur les réglementations et sur des cadres d'exception pour ces économies, pour pouvoir aller plus en avance sur l'appui à ces organisations. Voilà, c'est pas
c'est pas une conclusion, c'est juste des regards, des remarques en tout cas complémentaires. Merci Fred, et je propose justement à Sylvie Bouvier de la NCT de prendre la suite pour un petit mot de clôture. Oui, merci David. Moi, j'ai entendu plein de choses qui sont très riches et qui nous alimentent et qui me paraissent entrer très directement en fait dans des logiques actuelles, notamment autour de la réforme de la politique de la ville. Donc, merci au CNV de demander à ce que l'économie informelle soit intégrée dans les orientations des contrats de ville. Et évidemment, merci aussi à Madame Bellavoine qui parle de construire des cadres collectifs et des prises de risques collectives. Et effectivement, si on peut arriver, et je pense que c'est tout à fait entendable aujourd'hui, à faire à la fois entrer la question des économies informelles dans le volet développement économique et accompagnement vers l'emploi, parce que je pense qu'il faut avoir les deux valences. On est bien aussi sur de l'accompagnement de personnes vers des activités économiques. Si on peut faire rentrer cette question-là dans la prochaine génération des contrats de ville, on sera monté d'un cran. Et je pense qu'avec tous les travaux, et merci vraiment au RTES et au réseau national des CRPV d'avoir pu à la fois travailler et puis formaliser par ces livrables qui arrivent juste au très bon moment pour nous, je pense, au niveau national. Donc, je pense qu'il y a un environnement tout à fait propice pour, en tout cas, intégrer, faire valoir l'importance de l'économie informelle. Après, à savoir comment on va l'appeler, est-ce qu'il s'agit d'une économie populaire, informelle, de subsistance? On verra comment ça se traduit, mais en tout cas, je pense que ça peut être porté nationalement. Ensuite, ce qu'il y avait à dire aussi, moi, ce qui me tient à cœur et ce que j'entends beaucoup et tout ce qui a été dit, notamment sur les bifins, merci à tous parce qu'on on allait vraiment dans le concret. Il y a des questions de représentation, de préjugés sur ces activités-là, de représentation négative et sur lesquelles il faut absolument pouvoir travailler parce qu'on ne s'en sortira pas si on ne fait pas évoluer la manière dont tout le monde regarde ces activités-là sur les territoires. Et donc, il y a peut-être des outils de sensibilisation ou des choses très simples ou même des temps de formation ou de sensibilisation très concrètes à envisager, à imaginer. Et je pense que nous, on peut tout à fait porter ça au niveau national sans difficulté. Et ensuite, évidemment, tu l'as évoqué, merci Frédéric, toute la question des freins. On a énormément de freins, même réglementaires, sur lesquels on a à travailler, qui pourraient évoluer. Ça, c'est un autre type de travail qui peut être évidemment mené au niveau national. On pourrait envisager de monter un groupe de travail national autour de ces questions-là. Je ne sais pas s'il serait porté par l'ANCT en tant que tel ou par une direction d'administration centrale ou par un autre levier possible, mais c'est sûr qu'il y a aujourd'hui des choses à travailler autour de ces questions-là. Merci beaucoup Sylvie pour ce mot de clôture. Merci aux intervenants, intervenantes qui nous ont partagé aujourd'hui leur témoignage, à Chloé du RTES pour la présentation de leur projet de publication, Frédéric Frénard et Caroline Moulin du Réseau national des CRPV. Merci Sylvie et merci également Marion Mangin du CNV.